Il ne l'a pas entendu entrer. Il travaillait, la tête baissée, la plume en mouvement, ce genre de concentration qui fait disparaître le monde autour de vous. Des papiers sur le bureau, une petite lampe. Le silence particulier d'une maison la nuit, quand vous êtes le seul encore éveillé. Et puis le piano a commencé à jouer. Il n'a pas bougé tout de suite. Peut-être s'est-il dit que c'était autre chose, le vent, un bruit de la rue, le genre de choses que l'esprit invente quand il travaille depuis trop longtemps. Mais la musique continuait, lente, précise, indéniablement réelle. Alors il a levé les yeux. Et elle était là, assise au piano, lui tournant le dos, sa présence illuminant la pièce d'une lumière sans source. Pas la lampe, pas la fenêtre, la lumière venait d'elle. Ce tableau s'appelle L'Esprit. Il a été peint en 1885 par un artiste français nommé Georges Roux et exposé cette même année au Salon de Paris, la vitrine artistique la plus prestigieuse du monde à l'époque. Peu après, il a disparu. Aujourd'hui, aucun musée ne le conserve. Seules des photographies subsistent et les questions qu'elle continue de poser. Qui est-elle? Qui est-il? Et que se passe-t-il exactement dans cette pièce? Pour comprendre pourquoi un tableau comme celui-ci existait, pourquoi il résonnait avec ceux qui l'ont vu en 1885, il faut comprendre ce que traversait l'Europe à cette époque. La fin du 19e siècle était une collision étrange d'opposés. La science avançait plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. L'électricité, le magnétisme, les ondes radio, des forces invisibles que personne ne pouvait voir mais que tout le monde pouvait ressentir. Des forces qui déplaçaient des objets, transmettaient des informations, illuminaient des villes entières. Et cela soulevait une question dont personne ne pouvait vraiment se débarrasser. Si le monde contient des forces invisibles que nous commençons à peine à comprendre, pourquoi n'y en aurait-il pas d'autres? Pourquoi les morts ne pourraient-ils pas laisser une trace dans le monde des vivants? Le spiritisme n'était pas marginal. Les séances se tenaient dans des salons respectables. Des médiums étaient consultés par des médecins, des scientifiques, des hommes politiques. Des tables bougeaient, des instruments jouaient seuls. Et suffisamment de personnes crédibles en avaient été témoins pour que le nier semblât, à beaucoup, relever d'arrogance intellectuelle. En même temps, la mort était partout. Pas comme abstraction, comme réalité quotidienne. Les maladies étaient communes, l'espérance de vie courte. Presque tous ceux qui regardaient ce tableau au Salon de Paris en 1885 avaient perdu quelqu'un. Un enfant, un époux, un parent. Quelqu'un dont l'absence avait laissé une forme précise et jamais cicatrisée dans leur vie. Alors, quand il regardait un homme seul dans son bureau, soudainement confronté à une présence lumineuse au piano, il ne voyait pas de la fantaisie, il voyait une possibilité, un espoir habillé en peinture. Avant d'aller plus loin, il faut savoir qui était vraiment Georges Roux. Il n'était pas célèbre pour ses peintures, il était célèbre pour ses illustrations, et plus précisément pour les décennies passées à donner vie au roman de Jules Verne. Voyage sous-marin, voyage au centre de la Terre, tour du monde. Roux était l'artiste qui devait rendre ces choses réelles, pas plausibles, réelles, convaincantes au point que le lecteur oublie qu'il regarde quelque chose d'inventé. C'est une compétence très particulière. Ce n'est pas la même chose que peindre avec beauté ou même avec précision. C'est la capacité de construire une scène que l'œil accepte avant que le cerveau puisse objecter. Et c'est exactement ce qu'il fait dans L'Esprit. Regardez la pièce. Les papiers sur le bureau sont précis, pas une suggestion générale de papier, mais des feuilles individuelles avec du poids et de la texture. La lampe projette une vraie ombre. La posture de l'homme est exactement juste pour quelqu'un interrompu en pleine pensée, pas effrayé, pas terrorisé, mais suspendu dans ce moment avant que l'esprit décide ce qu'il voit. Et puis, elle, lumineuse, immobile, le visage tourné de l'autre côté, assise au piano comme si elle y avait toujours été. Roux ne nous montre pas quelque chose de surnaturel en nous demandant de l'accepter. Il nous montre quelque chose de réel, puis y place une chose impossible si discrètement que nous l'avons déjà acceptée avant de l'avoir remarquée. Maintenant, la femme. Nous ne savons pas qui elle est. Roux ne l'a jamais dit. Il n'existe aucune trace de ce que cette scène est censée représenter. Aucune lettre, aucune interview, aucune note dans un catalogue. Ce qui signifie que nous n'avons que le tableau lui-même. Son visage est caché, délibérément. Elle nous tourne le dos et tourne le dos à l'homme. Toute son attention est sur le piano, sur la musique qu'elle joue. Nous ne pouvons pas l'identifier. Nous ne pouvons pas lire son expression. Elle est présente et inconnaissable en même temps. La lumière qui l'entoure ne se comporte pas comme de la lumière. Elle n'a pas de source. Elle émane simplement, douce, uniforme, le genre de lueur qui rend les ombres du reste de la pièce plus sombres par contraste. Elle n'appartient pas au même monde visuel que le bureau, les papiers et la lampe. Elle appartient à autre chose. Et pourtant, elle joue un vrai piano. Elle appuie sur de vraies touches. Elle produit une vraie musique.
Cette tension, entre son irréalité et l'acte très physique qu'elle accomplit, est ce qui rend le tableau si troublant, parce qu'elle suggère que quoi qu'elle soit, elle n'est pas simplement un souvenir ou une vision. Elle est là, présente, capable d'être entendue. Si je devais deviner, et avec ce tableau deviner tout ce que nous pouvons faire, je dirais que c'est quelqu'un qui l'aimait. L'intimité de la scène le suggère. Ce n'est pas le genre d'apparition qui arrive pour avertir ou accuser. Elle n'est pas dramatique. Elle ne se tend pas vers lui. Elle s'est simplement assise au piano et a commencé à jouer. Comme on le fait dans une maison où l'on se sent chez soi. Comme on le fait quand on n'essaye pas de faire passer un message. Quand on est simplement là. De la façon dont les gens qui s'aiment sont simplement là. La musique est la clé. Pas n'importe quelle musique. Une mélodie précise. Une qu'il partageait. Quelque chose qui existe dans une partie de sa mémoire où elle vit encore, où tout est intact et rien n'a encore été perdu. Et peut-être que c'est ce qu'elle est. Pas un fantôme au sens effrayant du terme, pas un avertissement, juste le poids particulier d'une absence précise, rendue brièvement, impossiblement visible. Ce que le deuil vous fait parfois la nuit, quand vous travaillez depuis trop longtemps et que vos défenses sont baissées et que la maison est très silencieuse. Il a levé les yeux. Et pendant un moment, la distance entre alors et maintenant s'est effondrée. Ce que Roux avait compris, ce qui faisait de lui la bonne personne pour peindre ceci, c'est que la chose la plus puissante dans une scène comme celle-ci n'est pas ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle retient. Nous ne voyons pas son visage, nous n'entendons pas la musique, nous ne connaissons ni son nom ni le sien. La pièce autour d'eux est à moitié engloutie par l'ombre, et il y a des formes sur les murs qui pourraient être des portraits, ou rien du tout. Le tableau ne nous laisse pas nous approcher assez pour le savoir. Chacun de ces détails retenus est un espace que le spectateur remplit lui-même. Et ce que vous y mettez dit quelque chose sur vous, sur vos propres pertes, vos propres silences, vos propres nuits tardives où vous avez cru entendre quelque chose, puis vous êtes dit que non. Le tableau a disparu depuis plus d'un siècle. Aucun musée, aucun coffre-fort, aucun emplacement vérifié. Seulement des photographies et les questions qu'elle continue de poser. Ce qui est, à sa façon, parfaitement juste. Parce que la femme dans ce tableau allait toujours disparaître. C'était toujours le but. Vous avez droit à un seul moment. La musique qui commence, la lumière qui apparaît, le lent mouvement de la tête avant que l'esprit rattrape les yeux. Et puis, la pièce redevient juste une pièce. Le piano, silencieux, les papiers toujours sur le bureau, la lampe toujours allumée. Et la question qui ne disparaît pas, était-elle vraiment là ?